avions demandé tout d'abord à M. Arismendi de venir nous parler, et son état de santé ne lui a pas permis de nous rejoindre. Et c'est très généreusement que M. Kirchleger est venu aujourd'hui pour donc remplacer sur le même sujet M. Arismendi. M. Kirchleger, professeur donc à Montpellier, a publié une thèse récente sur Pressensé, sur Edmond de Pressensé, et il s'est fait connaître dès la faculté par un travail sur la religion de Guizot qui a été publié tout de suite, je crois, la religion de Guizot. Et donc, il a bien voulu reprendre le sujet, mais en glissant le mot à propos de le sujet qui avait été prévu, l'Association fraternelle des pasteurs libéraux de France. Eh bien, sans plus attendre, je vous donne la parole, nous vous écoutons sur cet à propos discrètement que vous avez annoncé. Voilà, je vous remercie. Je remercie les organisateurs de cette invitation qui m'a été faite. C'est un honneur pour moi d'avoir été appelé à remplacer le professeur Arismendi. Et je remercie également la paroisse du Foyer de l'Âme pour la confiance qu'elle m'accorde. Enfin, je remercie le professeur Jean-Nicolas pour m'avoir fait toute facilité pour travailler sur l'Association fraternelle des pasteurs libéraux de France en me communiquant le beau volume de leur correspondance. Alors, tout le monde le sait, situation difficile du laïc qui n'en est pas un, le pastorat exige de ses membres bien des qualités. Et bien sûr, si l'on ne devait compter que sur les prophètes, les apôtres, les inspirés, les candidats seraient plutôt rares. Donc la réalité comporte des accommodements. Et faute de pouvoir s'éclairer à l'électricité, lit-on dans un des numéros de l'association fraternelle, faute de pouvoir s'éclairer à l'électricité, on prend le gaz, le pétrole ou même une bougie. Bien des pasteurs sont entrés dans le ministère sans emballement peut-être, mais sincèrement et sérieusement. Et bien sûr, il n'est pas tout d'y entrer, il faut encore y vivre, de renoncement et de service, et rompre l'isolement, isolement géographique, isolement intellectuel, isolement professionnel. Et pour tisser des liens entre les pasteurs, il y a deux moyens, l'oral et l'écrit. C'est-à-dire d'une part les rencontres, qu'elles s'appellent conférences ou unions pastorales, conférences fraternelles ou sociétés de théologie, et d'autre part les bulletins de liaison, les correspondances pastorales, inventées dès 1833 et qui, sans être des sociétés secrètes, n'en cultivent pas moins la confidentialité. Ces deux moyens s'articulent soit géographiquement, en conférences régionales, soit idéologiquement, c'est-à-dire selon les clivages théologiques et les courants. Et nous retrouverons là, bien sûr, toute la diversité du protestantisme. Ainsi, l'association fraternelle des pasteurs libéraux de France, fondée en 1885, qui se proclame fraternelle, libérale et de France, parce que tout ne se joue pas à Paris. Alors je vous invite donc à élargir, par rapport à notre journée, notre regard vers le libéralisme provincial, vers le libéralisme rural également, vers même le libéralisme anonyme en quelque sorte, grâce à la lecture des 91 numéros de la correspondance fraternelle d'une association qui vécut jusqu'en 1938. Alors cela a été rappelé, après le synode de 1872, et ce que certains appellent son opération théologico-chirurgicale, le camp libéral s'est organisé de plusieurs manières, en particulier autour d'un comité directeur, la délégation libérale, de journaux également, comme Le Protestant ou La Vie chrétienne. Plus que jamais, écrit le pasteur Émile Schulz, les temps sont difficiles pour chacun de nous. Notre situation devient même de jour en jour plus critique dans nos rapports avec nos troupeaux et dans nos rapports avec l'État. Pour ne pas se laisser aller au découragement, il importe de fortifier les liens qui nous unissent.
Aussi, en 1885, se mettent en place de nouvelles structures, l'école Samuel Vincent de Nîmes, pour la formation des étudiants en théologie, et l'association fraternelle des pasteurs libéraux, à l'initiative d'Émile Schultz. Un comité provisoire prépara les statuts et convoqua à Nîmes, les 10 et 11 juin 1885, l'Assemblée générale constitutive, forte de 107 adhérents, dont 9 honoraires. Une association fraternelle, comme elle se définit, ce sont des frères décidés à s'entendre, à travailler, à vivre ensemble sans se chamailler, qui savent que l'union fait la force. Alors le programme est en même temps un idéal, et la condition d'admission est extrêmement simple, je cite, « Les pasteurs libéraux, ce sont ceux qui ne veulent pas imposer une confession de foi obligatoire. » 3 buts sont affichés: amener ses membres à se soutenir mutuellement dans l'accomplissement des devoirs du ministère, accroître l'autorité morale du corps pastoral en resserrant l'union de ses membres, et même on précise au besoin en prévenant, en réprimant fraternellement les écarts qui pourraient porter atteinte à cette autorité. Troisièmement, contribuer ainsi, de manière plus générale, au plus grand bien des Églises. 3 buts auxquels on peut ajouter un 4e, mais qui découle finalement du premier, c'est-à-dire venir en aide, si besoin, aux membres malades ou pauvres. L'association se veut donc un puissant stimulant à l'effort personnel. Vivre intellectuellement, moralement, religieusement, le plus près qu'il sera possible les uns des autres, lit-on dans la correspondance. Ainsi se réalisera tout le bien dont notre nouvelle entreprise porte en elle les promesses. Ainsi elle obtiendra ces bénédictions divines qui, au commencement et à la fin de nos séances, ont été implorées sur elle en de belles et ferventes prières par quelques-uns des plus aimés et des plus vénérés de nos collègues. Un comité central est donc élu, composé de 5 membres: Élisée Bost, Mouchon, Émile Schultz, pasteur à Brignon, dans le Gard, qui est président, Paul de Magnin, pasteur à Montpellier, qui est trésorier, et Pierre Picheral, pasteur à Aigues-Vives, qui est secrétaire. Les membres actifs, qui, passés 50 ans, peuvent devenir membres honoraires, prennent 4 engagements: verser la cotisation trimestrielle, se considérer comme étroitement solidaires de tous les membres de l'association, contribuer par des travaux, et puis éviter toute immixtion dans les luttes politiques ou toute opération commerciale qui pourrait compromettre le ministère. Une assemblée générale est réunie tous les 3 ans, formée des délégués des groupes régionaux, car l'association est constituée de 5 groupes régionaux: Rhône-et-Loire, Sud-Est, Tarn, Sud-Ouest et Ouest, auxquels s'ajouteront un peu plus tard le groupe Nord et le groupe Nord-Est. Les groupes régionaux qui se réunissent annuellement sont divisés en sections lorsque la taille le permet. Il y aura donc 4 sections pour le groupe Sud-Est, le plus important, 2 sections pour les groupes Sud-Ouest, Ouest et Rhône-et-Loire, et puis pas de section pour les autres groupes trop petits. Enfin, dernier niveau, le plus grand nombre de conférences locales est souhaité, puisque c'est là que doit se produire le travail le plus utile. Pour que chaque Église profite de l'expérience de tous, seront également organisées des visites fraternelles pour réveiller et entretenir la vie religieuse. Et le bulletin de l'association, trimestriel en principe, mais dont la régularité plus ou moins rapprochée est loin d'être exacte, le bulletin publie les comptes rendus des réunions locales et régionales. Il permet ainsi d'échanger les nouvelles et les convocations, mais aussi de faire connaître les travaux et les prédications. L'enthousiasme des rencontres est tel que l'on se plaît dans les premières années à scrupuleusement noter dans les comptes rendus les mauvaises conditions météo. Novembre 1887. Bravant l'orage, mouillé jusqu'aux os, transi de froid, mais tout joyeux de se retrouver ensemble, d'échanger ces cordiales poignées de main, de prendre part à ces causeries fraternelles qui éveillent l'esprit tout en apportant une heureuse distraction dans notre sacerdotale et parfois monotone existence. Novembre 1888.
Les quelques membres qui ne se sont pas laissés épouvanter par 5 ou 6 kilomètres de marche sous une pluie torrentielle n'ont pas regretté d'avoir répondu à la convocation du secrétaire. Le plaisir que l'on éprouve à se retrouver entre collègues, à se communiquer les nouvelles des paroisses respectives, à échanger ses vues sur les questions actuelles qui, peu ou prou, sont l'objet des préoccupations de chacun, ne compense-t-il pas, et amplement, l'ennui, la fatigue peut-être d'un déplacement, et ainsi de suite. Bref, la conclusion s'impose unanime. De tous les côtés, j'entends dans notre région le même cri, les mêmes exclamations, quel bonheur de se voir. Une chose alors m'étonne, écrit l'un des membres, c'est que nous ayons pu rester si longtemps dans notre isolement et que nous n'ayons pas assez senti la nécessité de l'union pour nous associer depuis bien des années. Alors, il faut se rencontrer, certes, mais sans oisiveté. Chaque réunion consiste en un travail écrit et une prédication, et chaque membre, même timide ou nonchalant, s'engage à fournir, soit l'un, soit l'autre, tous les 3 ans, en théorie du moins, puisque la pratique est loin de le confirmer. Se met ainsi en place un puissant atelier de labeur intellectuel et religieux. Sans notre association, lit-on, il est certain que nous ne n'eussions pas été mis, quelques-uns du moins, au courant des questions philosophiques vitales, soulevées par des rapports consciencieux dont nous avons parlé. Nul n'eût osé, de sa propre initiative, convoquer ses collègues de la région à les entendre. Ils n'eussent même pas, croyons-nous, songé à les rédiger, l'idée d'une telle étude ne leur serait pas venue. Et certains n'hésitent pas à solliciter un travail encore plus énergique et plus fécond avec des méthodes plus violentes, je cite, « Cette association doit maintenir parmi nous le goût et les connaissances littéraires, le souci de la prédication et réduire à leur minimum la monotonie et l'accent. Pour y parvenir, elle déclare que les critiques désignées, soit pour l'examen du plan, soit pour l'audition des lectures et des récitations, devront préférer aux pommades à base d'encens la méthode dite des frictions sèches, les gants de crin et les lanières du docteur Monod sont autorisés. » Alors, les rapports triennaux reflètent, en partie du moins, la diversité du travail accompli. Au cours des 3 premières années, pour ne prendre qu'un exemple, se tinrent 67 réunions, qui donnèrent lieu donc à 67 rapports, fournis par 58 rapporteurs et 75 prédications. Les préférences accordées n'étonneront pas. Théologie pratique, 34 rapports. Théologie exégétique et systématique, 13 rapports. Histoire religieuse, 9 rapports. Philosophie, 7 rapports. Littérature, 4. Les sujets d'intérêt éclectiques traduisent bien les préoccupations. L'éducation et l'instruction religieuse, la prédication, l'indifférence religieuse, la solidarité pastorale, la Bible, la rédemption, la Sainte Seine, la résurrection, la Christologie, le péché, le problème de la prière, la jeunesse de la foi, le libre arbitre, le mystère, le surnaturel, les origines du christianisme, la conversion de saint Paul, les bases de la morale, l'Église idéale, la liturgie, etc. Et des thèmes d'actualité également, la crise théologique contemporaine, l'athéisme contemporain, le matérialisme, le réveil religieux, le christianisme social, le transformisme, la méthode de Ritschl, les origines de la religion d'après Herbert Spencer, les écrits d'Adolf von Harnack, les conséquences religieuses de l'affaire Dreyfus, la séparation des églises et de l'État, évidemment. Et à partir de 1891, sont ouverts par l'association des concours. De 3 à 8 sujets sont proposés, des sujets libres également, pour une échéance d'1, 2 ou 3 années. Au sein de chaque section se font des échanges de prédications, des bibliothèques d'études sont envisagées, ou à défaut, des listes de titres pour éviter les dépenses redondantes. Et en 1898, le pasteur Bertrand de Nîmes, secrétaire de l'association, imagine une autre forme de coopération
ce qu'il appelle le passé revu. C'est-à-dire 7 abonnés reçoivent 3 revues qu'ils peuvent garder chez eux 1 ou 2 semaines, puis les expédient à l'abonné suivant. En 1900, 18 personnes font donc passer 4 revues. L'année suivante, 25 personnes se font passer 8 revues, c'est-à-dire la revue chrétienne, les revues de théologie de Lausanne et de Montauban, la revue bleue, la revue de Paris, la revue des revues, etc. La réflexion engagée par l'association ne se ramène pas à une énumération de sujets classés, ordonnés, ni à une énumération de moyens, comme je viens de le faire. Une réflexion commence et se poursuit, établir sa chronologie, dégager ses strates successives permettrait de mieux comprendre ses caractères propres, ses évolutions, ses insuffisances. Alors bien sûr, faute de temps, je n'ai pas pu le faire, et pour pallier un peu cette lacune, je vous propose de nous intéresser au moins au thème qui, cite, l'œuvre du réveil a fait trop de mal pour qu'on en dise du bien, et trop de bien pour qu'on en dise du mal. Alors, parce qu'il s'inscrivait en réaction, les libéraux ont parfois manqué de prudence, mettant en relief des négations plus que des affirmations. C'est donc ce qu'il faudrait réparer. Le libéralisme, dit-on, c'est d'abord une méthode, celle de la liberté d'examen, celle de l'autonomie de la conscience, et ensuite une conception de la religion. Procédant ainsi d'une manière laïque, souligne-t-on, les libéraux assureront la marche conquérante de leur tendance en faisant connaître le protestantisme libre comme unique solution de la question religieuse et sociale. Mais les résultats de la critique libérale ne doivent pas pour autant être déformés. Et on s'inquiète ainsi, dans les colonnes de la correspondance, que la Bible n'est pas assez connue par les pasteurs de notre génération, je cite. L'association fraternelle devrait demander à nos facultés de théologie de chercher et d'adopter les meilleurs moyens pour remédier à ce grave inconvénient. Car la Bible, souligne-t-on, est aujourd'hui à la portée de tous, dans toutes nos maisons, et jamais elle n'a été moins lue. C'est donc au pasteur de faire ce qui lui est possible pour faire aimer la Bible, pour restaurer la lecture de la Bible. Second thème particulièrement important, la rénovation de la prédication. 2 défauts en effet semblent grever la prédication, le dogmatisme d'abord, et en second lieu le philosophisme, c'est-à-dire ce qui est fait pour plaire aux esprits cultivés, comme les sermons de Samuel Vincent. La prédication doit tendre à l'édification. Elle doit s'adapter aux circonstances actuelles. Et plusieurs éléments de réflexion sont fournis aux membres de l'association. La prédication pourrait s'adresser à l'esprit, la prédication qui pourrait se tenir dans le domaine de l'expérience intime, la prédication qui prend pour base l'idéal de la vie, enfin la prédication sociale. 4 pistes. N'y a-t-il pas lieu, en effet, pour le pasteur de s'occuper en chair des questions sociales? C'est affaire de chacun, bien sûr, nous dit-on, c'est affaire de chacun de tracer la limite de ce qu'il peut dire et de ce qu'il doit taire. Mais il faut toujours se placer au point de vue moral et donner à l'auditoire l'impression qu'on lui parle sans parti pris pour obéir à sa conscience et rester fidèle à l'esprit chrétien. On trouve que le genre du sermon est démodé. Il faudrait non plus prêcher, mais conférer, moderniser le fond et la forme. Moins de pontification chez l'orateur, nous dit-on, moins de liturgie trop envahissante, moins de ces chants où l'on entend le seul chantre clamant signe déserto. Bien des points seraient à réformer pour entraver ce qu'on appelle l'abandon du culte. Nos temples sont des hangars où rien n'est fait pour l'œil. Nos chants ne sont pas des chants, l'oreille en souffre. Alors ne peut-on pas donner satisfaction à certains besoins artistiques, donner dans le culte une part plus grande aux diverses manifestations de l'art? Pourquoi, par exemple, ne pas orner nos temples de tableaux représentant les grandes scènes de l'Évangile? L'art et la religion doivent se prêter un mutuel appui,
puisque tous deux nous font désirer et espérer quelque chose de supérieur à la réalité. La discussion qui suit ce rapport est assez agitée. Pour les uns, l'introduction de l'art pourrait produire les mêmes effets que dans l'Église catholique. Pour d'autres, cela grèverait les budgets. Quand d'autres, enfin, souhaitent tout simplement qu'il y ait moins de toiles d'araignée dans les temples. Alors, deux autres thèmes retiennent encore particulièrement l'attention des membres, la jeunesse et la femme. La jeunesse, pour laquelle une action vigoureuse doit être entreprise. On s'interroge surtout sur les moyens d'assurer une solide instruction religieuse, puisque les familles n'y aident pas et que l'école n'y contribue pas. L'école du jeudi doit instruire, et pour cela on préconise l'utilisation d'un manuel. Quand l'école du dimanche doit édifier et former des chanteurs. Pour le catéchuménat, diverses méthodes sont proposées. Un cours dicté, appris et récité par cœur, ou bien des rédactions plus fructueuses à cause du travail personnel. On insiste enfin sur le rôle des livres appropriés aux différents âges, histoire sainte ou récits tirés de l'histoire protestante. Quant à l'activité féminine, dernier thème sur lequel j'insisterai, le protestantisme libéral doit s'appliquer à la développer et à l'organiser. Non seulement la compétence de la femme est hors de doute, nous dit-on, mais l'enseignement de Jésus ne fait aucune distinction sexuelle entre les membres de son royaume. Il traite la femme avec les mêmes égards que l'homme. Les apôtres ont trouvé dans la femme un fidèle collaborateur. L'Écriture prédit et reconnaît le ministère de la femme. Donc, la collaboration de la femme pour l'évangélisation doit être étendue. Alors, ces débats riches se poursuivent pendant près de 30 ans, puis la correspondance fraternelle s'interrompt le 1er octobre 1914. Le pasteur Georges Fayot, qui préside alors l'association, souhaite « Puissions-nous, après la tourmente, nous retrouver, plus unis encore par l'épreuve commune, et reprendre, avec un nouveau zèle et une foi nouvelle, notre œuvre d'édification mutuelle et de fraternité. » Et c'est seulement le 1er juin 1919 que la correspondance fraternelle reprend. « Voici l'heure de nous retrouver », ainsi commence ce numéro. Et tout recommence. Les assemblées générales à nouveau réunies, les groupes régionaux reconstitués, les concours remis à l'honneur. Et pourtant, tout a changé. Les numéros de la correspondance s'espacent pour ne plus paraître qu'une fois par an. Et il faut dire qu'ils ne se ressemblent plus du tout. Et l'excuse du prix du papier et de l'impression n'est pas très convaincante. Les comptes rendus des conférences régionales ou locales se font rares, venant du seul groupe Sud-Est. Alors, puisqu'il faut remplir les colonnes, on met des nécrologies, des photos des disparus, et puisqu'il n'y a plus grand-chose à dire en France, on s'étend sur les colloques internationaux. Le congrès du christianisme libre de Leyde en août 1922, le congrès international du christianisme libéral de Prague en septembre 1927, le congrès de Saint-Gall en août 1932. Bref, l'association fraternelle n'est plus l'association fraternelle. A-t-elle trop souffert de la Première Guerre mondiale ? Notre association fraternelle n'a pas été épargnée, dit-on. Plusieurs d'entre nous ont connu les heures d'angoisse et de vaillance passées sous la menace ou les rafales des obus, des balles ou des bombes d'avion. Mais un seul est tombé au champ d'honneur, le 28 mai 1918, en Champagne, le capitaine Raoul Gallo, pasteur à Clairac. Les disparus sont plus nombreux à l'arrière, mais des membres honoraires uniquement. Et au point de vue numérique, l'association n'a pas perdu ses forces. 109 membres en 1919, 106 en 1923, 95 encore en 1930, et toujours une dizaine de correspondants à l'étranger. La langueur dont souffre l'association est plus ancienne. Dès 1913,
Louis Trial, alors président, constate que l'activité n'a cessé de décroître, la vie de diminuer, le mal d'empirer. Actuellement, nous sommes, écrit-il, hors d'état d'alimenter notre correspondance fraternelle. Et pour cause, le groupe Nord-Est a tout simplement disparu. Les groupes du Nord et de l'Ouest ne donnent pas de signe de vie. La décadence s'accélère depuis 9 ou 10 ans, souligne-t-il, en pointant 2 causes principales. Le temps et le travail que nous sommes obligés de prodiguer à notre organisation ecclésiastique, depuis la séparation de 1905 et depuis la constitution des unions d'église, et deuxièmement, la multiplicité des sociétés et des œuvres qui sollicitent notre concours. Mais Trial lui-même ne croit qu'à demi à ces explications, citant dans son rapport annuel, son rapport triennal, une lettre lue à l'Assemblée générale de 1894, 9 ans plus tôt. Messieurs et chers collègues, notre association n'est pas en progrès. À cet égard, nous sommes tous d'accord et l'allocution si pleine de cœur de notre cher président le constate sans découragement, mais non sans une tristesse justifiée. Terrible épreuve, on le voit, que de regarder en arrière lorsque le passé est à l'image du présent. Tout le passé, non, heureusement. Trial écrit « La première assemblée générale au Pouzin est un succès, pour ne pas dire un triomphe. 31 délégués officiels présents, 5 séances présidées par Schulz, 150 membres. Ce fut l'âge d'or que ces 3 premières années de l'association. 3 ans après, l'association languit, on se plaint de tout, les règlements sont inobservés, les réunions de groupe se font de plus en plus rares. » Se souvient avec nostalgie le pasteur Benkowski en 1935, lui qui fut l'un des membres fondateurs en 1885. Mais tout le monde le sait, la nostalgie n'est pas bonne historienne, et Benkowski idéalise peu, mais il idéalise encore trop. 1887, 1888, la déception perce déjà ouvertement. On lit « Les conférences se sont réunies 2 ou 3 fois chacune dans le courant de l'exercice. Est-ce assez? Ne pouvons-nous faire mieux? Nous nous étions proposés, me semble-t-il, de nous revoir plus souvent. » Note le pasteur Numa Bertrand. Des réunions trop peu fréquentes et trop peu fréquentées. Les groupes régionaux ne communiquent pas leurs nouvelles et c'est la correspondance fraternelle qui en pâtit. Nous ne sommes pas surpris que quelques-uns de nos collègues aient la pensée de demander à l'Assemblée générale la suppression de la correspondance, écrit Schulz en janvier 1888. Si peu qu'elle coûte, elle revient trop cher du moment qu'on n'en sait tirer aucun parti. Nous nous sommes aperçus plus d'une fois que plusieurs ne se donnaient pas la peine de la lire. Ainsi, le numéro suivant, le 14e, est annoncé comme l'ultime. Nous reconnaissons bien volontiers que ces lettres fraternelles n'ont pas présenté tout l'intérêt que nous en attendions, mais vous ne me refuserez point sans doute de constater que nous n'avons pas été aidés dans cette tâche. C'est toujours, bien sûr, le président Émile Schulz qui parle. Alors, si le bulletin ne donne pas satisfaction, il faut l'arrêter ou le modifier. Et de 1897 à 1900, le débat est récurrent de la création d'une revue libérale vraiment scientifique. Mais les arguments entre eux s'annulent et rien n'est changé. Et ce n'est pas la seule correspondance qui pose problème. Les visites pastorales prévues par les statuts ne sont pas organisées ou trop peu. Les concours attirent peu, offrant des résultats insatisfaisants. Il nous semble, dit-on, que nos collègues, surtout les plus jeunes, n'ont pas assez compris qu'ils doivent présenter en pareilles circonstances, non pas des improvisations hâtives, mais des travaux achevés, prêts à affronter la publicité, dans lesquels ils donnent toute la mesure de leur talent d'écrivain, aussi bien que de leur aptitude à composer et de leur vigueur de pensée. Et ainsi, jusqu'en 1932, où aucun manuscrit ne parvient sur les 3 sujets mis au concours.
car avec le temps, la situation ne s'améliore pas. Et l'Assemblée triennale est l'immanquable occasion des lamentations des présidents. 1894, notre activité diminue. 1900, la marche intérieure de l'association n'a rien présenté d'extraordinaire. 1907, l'association a plongé dans une sorte de léthargie. 1910, notre activité intérieure s'est plutôt ralentie. 1913, elle est tombée dans une sorte de léthargie à nouveau. 1922, léger est le bilan. 1925, hélas, les manifestations sont de moins en moins nombreuses. 1928, alimenter la petite flamme qui luit encore, demande Louis Gervais en guise d'exhortation. Et 1932 renouvelle les regrets. Si l'activité manque, ce n'est pas parce que la lucidité fait défaut, au contraire. Les déficits du protestantisme libéral, les causes de son insuccès sont analysés avec finesse, et plusieurs ne cachent pas les graves fautes commises par les pasteurs libéraux, à commencer par le manque de solidarité entre eux, dû probablement à leur trop grande sécurité, à l'inamovibilité du pasteur, et qui a entraîné la désagrégation du Parti libéral, donc l'isolement et le découragement. Cette fausse indépendance du pasteur a développé la paresse, l'égoïsme, ou bien au contraire l'ambition et le goût de la politique. Les pasteurs libéraux n'ont-ils pas eu le tort de chercher des appuis dans le parti républicain, hostile à tout sentiment religieux? N'ont-ils pas été trop imprudents et trop négateurs? Mais plus encore, pourquoi les libéraux ne missionnent-ils pas? D'où vient que, parfois, on constate dans les milieux orthodoxes plus d'entrain, dit-on, plus d'empressement au culte ou aux œuvres, plus de libéralité que dans les milieux libéraux? Le pasteur Camille Rabaud déplore « La seule vraie cause du triste état de notre association, c'est le défaut de feu sacré. La preuve en est que dans le Tarn, la droite, donc les orthodoxes ou les évangéliques, la droite a son groupe pastoral très vivant et qui régulièrement se réunit 2 fois par an. Et ces défaillances sont aggravées par un effet de génération, estime le pasteur Paul Donadille. Au point de vue théologique, la génération que j'ai appelée des demi-vieux n'a pas été à la hauteur de la brillante génération précédente qui avait merveilleusement préparé le terrain pour des reconstructions immédiates. Le manque de travail et l'absence de renouvellement expliqueraient la pauvreté actuelle de la pensée libérale. Partageant la même mentalité, le même avis sur tout, les membres de l'association n'ont pas su trouver l'élément de contradiction qui empêche l'engourdissement cérébral. Aussi, les jeunes, les nouveaux venus nous ignorent généralement, ce que constate avec amertume Georges Fayot à Leyde en août 1922 au Congrès du christianisme libre. Je cite « Le Congrès du comité avait chargé Vauthier d'Égalier du rapport sur le protestantisme libéral français. Il s'en est acquitté brillamment, mais étranger à notre association fraternelle, et en son foyer de l'âme un peu en marge de la vie des églises réformées, c'est-à-dire libérales, et de leurs pasteurs, quoique leur étant rattachés. Son discours eût comporté quelques précisions et même quelques compléments, s'il en avait été membre. Au milieu des discussions polyglottes, il aurait fallu trouver le joint pour glisser quelques considérations qui me pendaient aux lèvres et m'eussent permis, entre autres, de faire connaître au Congrès l'existence de notre association fraternelle, que Vauthier peut-être ignore lui-même. Pour donner un nouveau souffle, apparaît très vite l'idée d'élargir le recrutement, en particulier aux pasteurs du centre droit, donc évangéliques modérés, qui ne veulent imposer aucune confession de foi. Or, un obstacle les empêche d'adhérer, c'est le mot « libéraux » dans le nom même de l'association, que quelques-uns proposent donc de supprimer. Mais le plus étonnant est ici que la suppression est soutenue par le président fondateur lui-même, dès 1894. La proposition est repoussée, mais en 1907, dans son dernier rapport testament, au moment de quitter une présidence qu'il a occupée pendant 22 ans, Schulz exhorte ses collègues à accepter les réclamations, les transformations que réclame l'avenir. Il écrit « Il est une autre mesure que je vous demande instamment d'adopter sans retard. Chers collègues, vous accompliriez un acte fraternel d'une très haute valeur, d'une très grande portée en déclarant dès maintenant que l'épithète tombera avec le fait qu'elle constatait
et qu'en présence des dispositions affirmées par nos amis, nous nous réjouirons de devenir une association fraternelle des pasteurs de l'Église réformée de France, sans autre restriction que celle exprimée par notre article 1. La proposition est repoussée une seconde fois, mais en 1913, prenant acte de l'évolution libérale depuis le synode de Montpellier de 1905, et surtout de la fusion opérée en 1912 entre l'Union des Églises libérales et l'Union des Églises dites de Jarnac, le président Louis Trial met à nouveau au vote la transformation du titre. Le mot libéral, dit-il, est perçu comme un épouvantail, synonyme de rationalisme et de négation à outrance. Il évoque des souvenirs parfois cruels de lutte et de souffrance, il résonne comme un cri de guerre, il fait peur. Alors, faut-il pour un mot démentir ses principes et ses sentiments? N'est-il pas contradictoire, écrit-il, que nous ayons pour Chibolette l'adjectif libéral, c'est-à-dire l'adjectif qui, à nos yeux, dans le sens qu'il devrait avoir, mais qu'il n'a malheureusement pas, est la négation de toute espèce de Chibolette. Pour la troisième et dernière fois, la proposition est rejetée. L'association libérale fraternelle décide de vivre coûte que coûte, ou plutôt de survivre. Car les difficultés s'accumulent. Ce dernier vote crée des graves dissentiments, des dissentiments qui peuvent aboutir à des dissidences, relève Georges Fayot en décembre 1913. Et surtout, l'association est vidée de sa substance par la naissance d'organisations concurrentes, la Société pastorale de secours mutuel en 1898, et surtout l'Association des pasteurs de France en 1919, à laquelle d'ailleurs tous les membres de l'association fraternelle décident d'adhérer. Alors à force de chercher des raisons suffisantes pour justifier le maintien de l'association, on finit bien sûr par en trouver, par affection pour les vieux libéraux qui l'ont fondée et nous ont fait ce que nous sommes. Ensuite, parce que ce serait un crève-cœur pour beaucoup d'abandonner ces réunions d'amis, de frères, ayant les mêmes aspirations, le même esprit, les mêmes espérances, cette atmosphère de paix profonde, de parfaite communion spirituelle et de douce intimité familiale, parce que nous sommes mieux là qu'ailleurs. On lit un peu plus loin, nous ne serions plus en quelque sorte en famille. Alors il ne reste plus qu'à notre escouade libérale à monter, je cite, ouvertement la garde de la foi libre, jusqu'à ce que l'heure soit venue, si elle sonne, de nous replier toujours en première ligne dans les tranchées de l'Association des pasteurs de France. Perchée aux avant-postes, cette petite escouade se fixe dès 1932 un ultime objectif, fêter le jubilé du cinquantenaire 3 ans plus tard, avec la quinzaine de membres fondateurs survivants. Et c'est ainsi qu'est célébré en 1935 à Montpellier l'anniversaire. Sur les 116 membres de 1885, 109 sont décédés, il en reste 8 vivants, dont 4 ont pu se déplacer. Et on lit dans le rapport, « Nos disparus nous disent, maintenez le nom de l'association fraternelle, son esprit, son idée, notre chère association n'a pas perdu sa raison d'être, plus que jamais, il importe de maintenir son prestige. » Le dernier numéro conservé de la correspondance date d'août 1938. On y soumet au concours quelques sujets, l'apologétique en matière d'évangélisation ou étude critique de la théologie de Barth. Et les manuscrits doivent être envoyés au président, M. Alfred Vautier, rue du Pasteur Wagner, 7 bis, à Paris. Furent-ils relevés, ces sujets? En l'état actuel de nos recherches, on ne peut pas l'affirmer, mais il est probable qu'il s'agisse là de l'acte final d'une aventure de plus de 50 ans que la réunification des églises réformées en 1938 et la Seconde Guerre mondiale devaient clore. Alors, à l'heure du bilan, que conclure? Nous avons souligné les difficultés incessantes rencontrées, mais est-ce à dire que les espérances du début ont été déçues, les résultats insuffisants malgré les efforts consentis? En 1935, Benkovski estime « L'association fraternelle n'a pas démérité de nos églises. Dans son imperfection, dans son humilité, elle a fait quelque chose pour la religion de l'esprit. » L'association fraternelle naquit, vécut et disparut en défendant hautement les valeurs libérales, c'est-à-dire selon la définition de l'un des membres, la méthode du libre examen, la sincérité vis-à-vis de soi-même et des autres, la sobriété dans les manifestations de la piété, une fraternité large et tolérante dans l'Église,
opposée à toute suprématie de contraintes doctrinales ou autres. Mais l'association fraternelle fut tout autant une œuvre pastorale, un foyer de travail intellectuel, de piété, d'amitié, mais aussi d'appel aux vocations pastorales, pour prendre la relève. Pour nous, pasteurs, lit-on, il faut persévérer plus que jamais avec entrain et avec joie dans l'accomplissement de notre ministère, réaliser le type, je ne dis pas du pasteur jovial, mais du pasteur joyeux, si bien qu'à nous voir et à nous